tous. Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Donc, comme disait Denis, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous parler un peu des 7 principes de management de la qualité. Donc, cette présentation est essentiellement basée sur les normes ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004. Il y a à peu près toutes les normes annexes, qualité annexes. Alors, pourquoi j'ai voulu ce thème-là? Essentiellement, c'est dans le cadre des échanges qu'on a soit avec nos clients ou plus globalement avec des échanges avec des entreprises, que ce soit des managers ou même des responsables qualité. Systématiquement, on revient toujours à la même question, c'est on a des problèmes d'engagement de la direction, des problèmes de motivation des collaborateurs, enfin, voilà, différentes problématiques que peuvent rencontrer les entreprises dans leur mise en place de leur système de management. Et puis, ils attendent de nous une recette magique, comme si on était des magiciens de la qualité. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'on ne se pose pas forcément les bonnes questions. La belle question, c'est pourquoi renvoyer vers les autres? La première question à se poser, c'est est-ce que le système de management que j'ai mis en place a été mis en place correctement? Et à partir de là, si tout a été fait correctement, ça devrait lever quand même déjà pas mal de problématiques vis-à-vis de votre organisation. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de revenir sur ce que moi j'appelle les basiques oubliés. Ce sont les 7 principes de management de qualité qui ont été mis en place dans les années 2000, qui va vous permettre à la fois d'éviter une approche processus statique. On verra après ce qu'on appelle une approche processus statique, mais enfin, en tout cas, qui n'est pas dynamique par définition. Pour vous donner un exemple, souvent on met en place une cartographie des processus, on les modélise et on a l'impression que ça n'avance pas. Je dirais c'est un peu comme un dirigeant, si vous voulez mettre en place une organisation dans son entreprise, il dessinait son organigramme et il aurait l'impression que l'entreprise va fonctionner. Il ne suffit pas de dessiner un organigramme pour que ça fonctionne. Il faut derrière y mettre l'organisation, y mettre les ressources, définir une stratégie. Voilà, il y a pas mal de choses à faire derrière. Donc, là, c'est le même parallèle avec les processus et on le verra plus en détail après. Et puis, accessoirement, ça vous permet de mieux répondre, en tout cas de mieux comprendre les exigences de la norme 9000 et aussi de mieux les expliquer aussi en interne. Voilà pour cette introduction. J'étais un peu trop vite. Rapidement, pour me présenter, donc moi, j'ai à peu près, je fais de la qualité, du management de la qualité depuis maintenant 27 ans, quasiment 13 ans dans le milieu industriel, notamment automobile et des grands groupes industriels, et puis 14 ans dans le bâtiment, l'immobilier, en accompagnement dans mes dernières missions des dirigeants des comités de direction pour la mise en place justement et notamment le déploiement de la stratégie à travers les processus. Ce que je vous propose, le déroulé de ce webinaire, donc on va faire une petite introduction pour vous resituer un peu qu'est-ce que sont les principes de management, d'où ils viennent. Et ensuite, on va rentrer un peu plus dans le détail avec le point 2, où on va rebalayer chacun des principes pour bien les comprendre. Et puis, je finirai par quelques recommandations pour les mettre en œuvre et faire en sorte que vous ayez un système de management qui soit performant. Et comme le disait Sylvie tout à l'heure, Denis, on finira à la fin de la séance par un échange questions-réponses donc avec vous. Et j'essaierai, dans la mesure du possible, de répondre à vos questions. Alors, en termes d'introduction, donc les 7 principes de management de la qualité, on va les reprendre un par un. Vous verrez, ils ont un ordre d'importance. On va les décrire dans l'ordre de leur importance et chaque orientation, enfin en tout cas chaque principe, vous verrez, il y aura des interactions. Donc, ce qu'on va découvrir, et je vous annonce un peu la conclusion, il est compliqué de mettre en place un système de management en prenant juste 1, 2 ou 3 principes, puisque tout est lié. Et il est important de les mettre et de respecter un certain nombre de priorités. Donc, le premier principe, qui est l'orientation client,
Donc là, on verra, alors ça semble simple à comprendre comme ça, on va regarder si l'entreprise prend en compte les besoins et les attentes des clients, comment elle fait pour fidéliser ses clients, travailler sur la performance durable avec ses clients, est-ce qu'elle met en place ses processus et sa chaîne de valeur dans le sens des besoins clients. Donc, on verra tous ces aspects-là dans le premier principe de management. Le deuxième principe de management, qui est le leadership, ce que la norme ISO 9001 appelle l'engagement de la direction. On parlera plutôt de leadership quand on parlera plutôt d'excellence. Ça ne se limite pas forcément qu'à la qualité. Et là, on va regarder la capacité, en tout cas du management ou du comité de direction dans son ensemble, à définir une stratégie, mais ce n'est pas la plus compliquée, c'est surtout comment il la déploie, comment elle est mise en œuvre. Est-ce qu'elle a aligné cette stratégie, cette politique avec les processus et comment elle va faire pour communiquer et impliquer l'ensemble des collaborateurs. Le troisième principe, alors il est assez restrictif, hein, la norme appelle ça impliquer le personnel. On verra que ça ne se limite pas qu'à ça, parce que souvent on dit oui, j'ai impliqué le personnel, ils sont dans des groupes de travail, j'ai mis en place des pilotes, mais ce qu'on va voir est lié au leadership d'ailleurs de l'entreprise, c'est la capacité de l'entreprise à mettre les moyens, et notamment les moyens et les ressources humaines nécessaires pouvoir mettre en œuvre la stratégie et donc piloter les processus. Et donc, ce n'est pas que impliqué, évidemment. Il va falloir aussi s'assurer que les collaborateurs sont motivés, développer leurs compétences, travailler sur le partage d'expériences, travailler sur la motivation, évidemment, au sens plus large du terme, la capacité de l'entreprise à respecter ses collaborateurs et donc à déployer les valeurs qu'elle aura définies. Le quatrième processus qui est assez connu, on en parle beaucoup, c'est l'approche processus. Là, encore une fois, comme je disais tout à l'heure en introduction, souvent on commence par là, on met en place une approche processus et on se limite à modéliser le processus. Évidemment, quand vous modélisez un processus, vous ne faites que du statique. L'idée, c'est de faire tourner ce processus, de le mettre en œuvre en s'appuyant à la fois sur la stratégie, les orientations qu'aura défini le management, on l'a vu avec le leadership. Donc, il faut que tout ça soit cohérent, notamment avec les objectifs qu'on va définir dans le cadre des processus. Ça va être aussi mettre les moyens en termes de ressources. Alors, ressources humaines, on en a parlé avec l'implication du personnel, mais aussi les moyens financiers, les moyens matériels. L'idée, c'est de mettre en œuvre ces processus et s'assurer que ces processus sont efficaces, efficients, travailler sur les risques et les maîtriser, ces risques au niveau des processus. Le cinquième principe, c'est l'amélioration. Là aussi, ce qui va être intéressant, toujours pareil, hein, comme je dis toujours, c'est s'aligner avec le reste. L'amélioration, donc il faut que ça soit cohérent avec la stratégie, les objectifs qui ont été fixés. On va s'assurer de travailler évidemment sur les processus clés, qui est la priorité de l'entreprise. C'est ceux qui vont permettre de réaliser la stratégie, les objectifs fixés. Et puis, on va s'assurer que justement l'ensemble des ressources et que l'ensemble du personnel est orienté. Donc, on va mettre l'énergie face à l'atteinte de ces objectifs-là. Le sixième principe est très important et souvent oublié dans les entreprises, qui est la prise de décision fondée sur des preuves. Donc là, il va falloir être factuel. Donc, il va mettre en place un processus qui va permettre de collecter des données et faire en sorte que ces données soient fiables, qui va permettre de consolider ces données, notamment à travers des tableaux de bord, des indicateurs, et analyser. Alors souvent, on a tendance à mettre les actions assez rapidement. Souvent, il faut plutôt prendre son temps. On verra après, analyser les données, bien définir les causes et que les actions portent bien sur les causes pour pouvoir les éradiquer. C'est comme ça qu'on va rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Et le dernier, moins important, le management des relations avec les parties prenantes ou les parties intéressées, comme dirait plutôt la norme. Donc là, on va s'intéresser à prendre en compte l'ensemble des autres parties prenantes. On a vu qu'on a parlé des clients, on a vu qu'on a parlé du personnel.
Aujourd'hui, une entreprise est un écosystème, elle fonctionne avec d'autres parties prenantes. Alors, évidemment, il y a les fournisseurs, les prestataires avec qui on peut travailler, mais c'est aussi d'autres types de parties prenantes qui sont importantes. Donc, il faudra bien les définir, quelles sont ces parties prenantes, et avec elles, voir comment on peut définir la valeur ajoutée, tout ça dans l'objectif de satisfaire le client. Donc, voilà rapidement ces 7 principes de management de la qualité. Alors, un peu d'historique, ces principes ont été mis en place dans les années début 2000 avec la norme ISO 9004, pour ceux qui la connaissent. La norme ISO 9004 n'est pas une norme certifiable, c'était plutôt une norme qui venait compléter l'ISO 9000, 9001, 9002, 9003, à l'époque il y en avait 3, et qui permettait de donner des recommandations et d'expliquer l'origine des différentes exigences de la norme. Elles ont été reprises ensuite en 2005 à travers l'ISO 9001 version 2005, à travers 8 principes, puis resynthétisées en 2015 sur l'ISO 9001 version 2015. Et là, les 2 principales évolutions, alors j'ai dit 8, il n'y en a plus que 7 aujourd'hui. À l'époque, il y avait une approche système qui était différenciée de l'approche processus. Le choix des normes a été de les refusionner, puisqu'on verra bien que mettre en place une approche processus globale, c'est avoir une approche systémique au niveau de votre système. Et donc, les 2 étaient très, très liés. Et le deuxième point d'amélioration, quand on parlait du principe de management 7, qui était à l'époque très orienté sur les fournisseurs, et là, la norme l'a fait évoluer, en tout cas, vers les parties intéressées. Tout ça aussi dans une approche aussi des nouvelles normes aussi, enfin en tout cas des nouvelles pratiques, notamment RSE, qui se mettent en place, où on tient compte de l'ensemble des parties prenantes et pas que des fournisseurs qui sont bien entendu importants, mais qui ne représentent pas l'ensemble des parties sur lesquelles avec qui il faut travailler. Alors, on va peut-être commencer par 2 petites définitions. Ces principes sont basés sur des retours d'expérience. Ce sont essentiellement des bonnes pratiques qui ont été mises en place dans des organismes qui sont plutôt performantes et qui ont déjà fait leurs preuves. Donc, il faut prendre ça plutôt comme un guide qui va vous permettre d'améliorer votre performance et qui va vous permettre en fait de mettre en place votre système de management. Encore une fois, ces principes-là sont pas certifiables, mais ça vous permet en tout cas de structurer votre approche. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, quand on travaille sur des modèles d'excellence du type EFQM, par exemple, on repart aussi sur ces mêmes types de principes. Donc, c'est encore des principes qui permettent de structurer votre démarche et aussi d'expliquer, encore une fois, à la fois à votre management, mais aussi à l'ensemble des collaborateurs, pourquoi on fait tout ça. Alors, on peut se fixer 2 objectifs en mettant en place ces principes. Le premier, évidemment, ces principes, encore une fois, ce sont des bonnes pratiques. Donc, évidemment, il faut les adapter ensuite à votre entreprise, à votre organisation, chacun avec ces spécificités-là, sachant que le principe global, il reste le même. Et puis, ça vous permet d'avoir un cadre de référence de modélisation de votre système de management et de rendre tout ça un peu cohérent. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler des principes. On va commencer, comme je vous disais, par le premier principe de management, qui est l'orientation client. Alors, la norme quand elle parle d'orientation client, évidemment, c'est les objectifs qui ont été mis en place pour satisfaire aux exigences des clients et c'est forcé d'aller au-delà de leurs attentes. On sait qu'un client satisfait n'est pas forcément un client fidèle. Il peut très bien passer chez un autre confrère, un autre concurrent. Et donc, il faut aller au-delà de cette satisfaction. Souvent, quand on fait des enquêtes de satisfaction client, on le voit bien, de plus en plus vous en trouvez, même quand vous voyez ces concessionnaires automobiles pour faire réparer votre véhicule, il y a des enquêtes qui sont derrière. Et souvent, le garagiste vous dit, mettez entre un 8 entre un 8 et un 10, puisqu'un 8 est considéré comme un client satisfait et ce n'est pas satisfaisant pour le fidéliser. Il faut être entre 9 et 10. Donc, il faut aller beaucoup plus loin. Alors, qu'est-ce qui est important pour l'organisation, tout ça?
Évidemment, ça va permettre de travailler et de comprendre, d'aller plus loin que sur simples besoins présents. Moi, j'aime bien parler aussi de besoins et d'attentes. Les besoins, c'est vous achetez un véhicule, pour prendre l'exemple de l'automobile, on vous livre un véhicule, ça répond à votre besoin. Par contre, vous avez des attentes autour de ça. L'attente, ça peut être au niveau du service après-vente, ça peut être au niveau de l'accueil, ça peut être au niveau de la qualité de service. Donc, il faudra bien déterminer à la fois les besoins et les attentes présentes de vos clients, mais aussi d'anticiper si on veut fidéliser, si on veut travailler sur la performance durable, sur ces attentes futures. Et donc, mettre en place un processus qui va permettre d'aller un peu plus loin et de rentrer en interaction avec votre client pour mettre en place vos processus qui vont pouvoir mettre de la chaîne de valeur et répondre à ces attentes futures et présentes. Alors, le bénéfice d'entreprise, évidemment, dans un premier temps, elle va augmenter sa chaîne de valeur vis-à-vis du client. Donc, elle va commencer à répondre à ses attentes. Ce qui va permettre ensuite d'augmenter sa satisfaction client. Et donc, un client satisfait, c'est un client qui va devenir fidèle. Et donc là, on va travailler sur la durée vis-à-vis du client. Un client fidèle, évidemment, ça va devenir un client récurrent. Donc, du point de vue commercial, là, on a un intérêt direct vis-à-vis de nos ventes. Un client récurrent, évidemment, on va permettre d'améliorer l'image de l'organisation et donc là, avoir un aura beaucoup plus large que les clients et donc aller chercher d'autres parts de marché ailleurs. Parce qu'un client satisfait, un client qui est fidèle va parler à d'autres clients et donc ça va augmenter votre point de vente. Donc, vous allez élargir votre panel client et à ce moment-là, en finale, pour l'entreprise, en termes de bénéfices, c'est augmenter ses ventes et ses parts de marché, qui est quand même, au-delà de ça, la finalité quand même de l'entreprise. Donc là encore, quand on met en place un système de management, c'est avant tout, la finalité, c'est quand même ça. Et donc, souvent, quand on dit comment on peut motiver mon comité de direction, commencer par ça. Commencer par dire quel est l'objectif, quelle est la finalité, et il faut déjà s'orienter, et on verra qu'une fois qu'on a dit ça, il faut que l'ensemble de l'organisation se mette en place pour pouvoir répondre à ces bénéfices-là. Alors, quelques exemples d'actions possibles. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure, donc les besoins et les attentes présents et futurs. Donc là, c'est important, il faut aussi anticiper les évolutions et les attentes que peut avoir le client et pas attendre qu'il l'ait exprimé. Donc souvent on est en attente et si on n'anticipe pas trop, il y a des confrères qui peuvent évoluer. Donc, et notamment, si vous voulez faire évoluer, et là on va reboucler avec le principe des processus de réalisation, anticiper votre rénovation de votre produit ou de votre service, il faut bien aussi comprendre quels sont les besoins et les attentes futures de vos clients. Ce qui est aussi important, moi j'aime bien faire cet exercice-là, souvent quand j'audite ou je visite des entreprises, c'est de voir comment est communiquée la culture client au sein de l'organisation. Donc elle ne doit pas rester au niveau que des managers. Cette culture client, vous devez la diffuser tout le long de votre organisation. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment les collaborateurs parlent du client. Quand vous entendez des gens qui disent « ce client me fait chier, il m'emmerde, il est exigeant ». Donc voilà, ce sont ça aussi des signes pour montrer que la culture client, elle n'est pas diffusée. On a du mal à comprendre. Un client insatisfait, il a souvent des raisons. Et ce qui est important, c'est de bien les comprendre et de les anticiper. Évidemment, les objectifs stratégiques de l'entreprise, elles doivent être orientés vers la satisfaction du client. Et donc, ça faudra prendre en compte, on va le voir plus tard, dans le pilotage de vos processus et notamment à travers des indicateurs qui mesurent cette satisfaction. D'autres exemples, évidemment, là, donc, on est complètement en lien avec les processus de réalisation. Votre approche processus, notamment les processus de réalisation, doit être orientée client. Donc, on doit partir du besoin et des attentes du client pour arriver à sa satisfaction. Et donc, là aussi, on va aller voir comment sont mis en place les processus pour pouvoir répondre à ça. Mesurer, surveiller la satisfaction du client. Donc là, on va être en lien directement avec le processus d'amélioration. Donc, quels sont les indicateurs qui sont mis en place et comment tout ça est analysé pour satisfaire cette satisfaction-là.
On l'a vu, hein, déterminer les besoins et les attentes, ce n'est pas toujours facile. Ce sont encore une fois des actions possibles et il faut travailler dessus, mais en fonction de votre marché, de votre client, il y a différentes manières de le faire, notamment à travers des enquêtes. Évidemment, tout ça, l'objectif, c'est quand même d'avoir des relations durables avec ce client-là, de le fidéliser. Et donc là aussi, c'est d'avoir des actions, en tout cas vos processus et vos axes d'amélioration orientés dans ce sens-là. Voilà pour le premier principe. Deuxième principe, le leadership. Alors, le leadership, tel qu'il est énoncé, c'est la capacité aussi des dirigeants à mettre en place, à définir, en tout cas dans un premier temps, des valeurs, des missions, les missions de l'organisation et définir un plan stratégique, définir les orientations de l'entreprise et de pouvoir le déployer. Alors, souvent, hein, c'est dans le cadre des comités de direction, le plus simple, c'est de définir un plan stratégique. C'est ce qui est le plus simple pour un comité de direction. Par contre, là où on voit la difficulté, là où ça pêche, c'est souvent comment il est déployé, comment il est mis en œuvre, comment il est animé, ce plan stratégique. Et là est toute la difficulté que peut avoir l'organisation. Et évidemment, ce plan stratégique doit être évidemment, on parle là ici de personnel impliqué, donc il doit être expliqué, il doit être communiqué à chaque étape d'avancement. C'est ce qui permet aussi de décloisonner aussi, on verra à travers les processus, mais en tout cas de décloisonner l'entreprise. Souvent, le processus de communication interne est quand même assez faible. On communique plus facilement les plans d'action, mais on n'explique pas pourquoi on y va. C'est comme un capitaine de bateau. Si vous voulez, tout le monde rame dans le même sens, il est important que le capitaine dise où on veut aller. À partir du moment où vous avez le cap, vous pouvez ramer à droite, à gauche, mais vous savez où vous voulez atteindre et quel objectif vous voulez atteindre. Donc, c'est important aussi de communiquer le plan stratégique, les axes, les objectifs. Et ensuite, on peut rentrer au niveau du plan d'action, mais pas l'inverse. Alors, les bénéfices pour ça de l'organisation, évidemment, on va gagner en efficacité, en efficience. Encore une fois, si tout le monde sait où on veut aller, les forces vont s'orienter tous dans le même sens. Et donc, on va tous ramer, encore une fois, pour faire le parallèle avec un bateau. Si personne rame dans le même sens, le bateau ne va pas aller droit. Donc, il est important qu'on se focalise tous sur le même objectif. À partir du moment-là, on aura des processus aussi qui vont être coordonnés et qui vont être aussi cohérents dans leur mise en œuvre avec des objectifs qui sont communs, l'objectif commun qui est justement l'atteinte de la stratégie et des objectifs clés qu'a défini l'entreprise. À partir du moment-là, on va améliorer la communication entre les différents niveaux et fonctions d'organisme. Encore une fois, on va décloisonner l'entreprise. Il est intéressant que si tout le monde a le même objectif, il est quand même plus facile de travailler ensemble, plutôt que chacun son objectif dans son service ou dans son département, en disant moi je suis focus là, et puis vous allez prendre le département d'à côté, il est focus sur autre chose, et on ne se comprend pas. Donc là, il est important aussi de se mettre tous dans le même ordre. Et évidemment, dans tout ça, à partir de ce moment-là, quand vous êtes tout aligné, quand vos processus sont alignés, que votre organisation est alignée, forcément, vous avez une capacité à atteindre les résultats qui ont été fixés, en tout cas les objectifs qui ont été fixés de façon, je dirais, plus permanente en tout cas, et de façon plus efficace. Alors, encore une fois ici, quelques exemples d'actions possibles pour travailler sur le leadership. Évidemment, comme je dis, bien communiquer. Alors, le processus de communication, souvent, il est assez léger dans les entreprises. On communique la mission, on communique la vision, on communique le plan stratégique, les politiques, les processus, tout ça doit être accompagné dans leur mise en œuvre et pour que les gens comprennent. C'est quand même plus facile de mettre en place un système de management et tirer avec vous, notamment dans une culture du changement, notamment quand on met en place une approche processus, on donne la culture du changement. Si on va accompagner tout ça et que les gens nous suivent, il est important de bien communiquer de pourquoi on y va, où on veut aller et quelles en sont les raisons. Tout ça, ça vous permet de travailler sur la culture de l'entreprise et de faire en sorte qu'elle est bien intégrée, qu'il y ait une confiance qui se met en place. Donc là, vous avez des collaborateurs qui vont être beaucoup plus motivés. Évidemment, on va travailler sur les comportements et les valeurs partagées. À partir du moment où on partage les mêmes valeurs,
ce qui est vrai aussi pour les collaborateurs, mais ce qui est vrai aussi pour les parties intéressées, hein, que ce soit le client, les fournisseurs, etc. À partir du moment où vous partagez les mêmes valeurs, en général, on travaille de façon on travaille mieux ensemble et on est quand même mieux organisé parce qu'on a des choses en commun, en tout cas. Évidemment, ça va permettre de travailler, on le verra notamment dans le prochain principe de management, le 3, sur la partie motivation, encourager, reconnaître la capacité du personnel, parce qu'on va leur demander certaines choses. Et donc, il faut que tout ça se mette en place. Et donc, ça doit venir du leadership. Et pour encourager les collaborateurs, et notamment dans la culture de l'erreur, souvent, ce qui freine aussi les initiatives, etc., c'est que quand on se trompe, on se fait taper sur les doigts comme on était à l'école. Là, il faut aussi accepter qu'on peut se tromper en faisant et accepter l'erreur pour recommencer et baser aussi son expérience, ses retours d'expérience sur les erreurs faites pour pouvoir s'améliorer. Et évidemment, dans le cadre du leadership, c'est aussi se donner les moyens de mise en œuvre à la fois de son plan stratégique et puis aussi de ses processus. C'est aussi cette façon aussi de dire on suit des objectifs, mais on se donne les moyens de les atteindre. Et en tout cas, en fonction de ces moyens, accepter que le planning, en tout cas le timing de mise en œuvre, il peut être plus ou moins long en fonction des moyens que l'entreprise va se donner. Alors, le troisième principe de management de la qualité, qui est l'implication du personnel, alors, comme je disais tout à l'heure, le titre ne plaît pas puisque implication est quand même très restrictif et en fait, on attend beaucoup plus de ce principe-là. Évidemment, c'est les impliquer, hein, on l'a vu, bien communiquer, les impliquer dans les démarches, mais c'est aussi s'assurer qu'ils sont compétents. À partir du moment où vous allez mettre en place des nouvelles choses, des nouveaux projets, des nouveaux processus, c'est faire en sorte de monter en compétence, soit monter en compétence les collaborateurs qui sont dans l'entreprise ou d'aller les chercher à l'extérieur d'ailleurs, vous assurer qu'ils sont habilités à faire telle ou telle tâche et évidemment de les impliquer. Si vous restez très basique, si on veut qu'ils utilisent des outils de la qualité dans le cadre de l'amélioration, c'est de mettre en place des plans de formation, par exemple, sur les différents outils pour qu'ils puissent se mettre dans une culture d'analyse, des causes à effet, etc. Alors, tout ça, on est vraiment dans le processus de gestion des ressources humaines. Hein. Donc ici, c'est faire en sorte aussi de travailler sur le respect des collaborateurs. Si on va entendre, c'est important pour l'entreprise, hein, les collaborateurs qui vont se sentir respectés, impliqués, seront beaucoup plus efficaces et vont s'investir de façon plus naturellement dans l'entreprise. Et tout ça va faciliter dans l'esprit de la culture, encore une fois, de la culture du changement, va pouvoir faciliter, je veux dire, la mise en place des projets ou des actions qui seront mises en place, notamment quand vous mettez en place une approche processus. Alors, les bénéfices, là, vous allez avoir une meilleure compréhension des objectifs. Alors, on est tous pareils, hein, on fait plus facilement ce qu'on comprend que ce qu'on ne comprend pas. Donc, à partir du moment où il y a une meilleure compréhension des objectifs, alors là, j'ai écrit objectif qualité, mais c'est objectif au sens large du terme, hein, c'est selon les objectifs d'entreprise, si on déploie le plan stratégique. À partir du moment où il y a une compréhension, une meilleure compréhension, on va avoir des collaborateurs qui seront plus motivés à vouloir les atteindre. Donc, du coup, ce qui en ressort, c'est qu'on va se retrouver à une implication un peu plus forte des collaborateurs dans les activités d'amélioration. Souvent, encore une fois, on s'implique dans les démarches d'amélioration que si on en voit un intérêt pour soi, mais aussi si on se sent impliqué, là, il est toujours important de bien expliquer de pourquoi on veut aller et où on veut aller si vous voulez que les gens vous suivent. Du coup, on va avoir ensuite, dans un troisième temps, évidemment, on va faire grandir nos collaborateurs parce que les mettre en place dans cette démarche, les impliquer dans une démarche d'amélioration continue, c'est augmenter leur capacité, leur expérience, et on va les faire grandir. On va travailler sur les initiatives et puis les impliquer dans ces démarches. Alors,
initiatives au sens large du terme, hein. Ça peut être des petites améliorations, ça peut être aussi dans le cadre des processus d'innovation de l'entreprise, et donc améliorer la créativité. Comme je disais tout à l'heure, ne pas freiner la créativité, accepter la culture de l'erreur. Et vous regardez hein, tous les grands de ce monde, en tout cas les grandes startups, enfin, tous ceux qui ont créé des grandes entreprises aujourd'hui, vous l'expliquent tous qu'avant d'arriver là où ils en sont, ils ont fait quand même quelques autres petites tentatives avant d'arriver à ce qu'est devenu Apple, Microsoft et tous les autres grands que vous pouvez connaître aujourd'hui. À partir de ce moment-là, ça va permettre d'améliorer la satisfaction de votre personnel. Ils vont se sentir plus enclins et intégrés dans l'organisation. Ils vont être en phase avec les valeurs que vous partagez. Ils vont être en phase avec les actions et les mises en œuvre. Donc, on va améliorer la confiance des collaborateurs et ça, encore une fois, à tous les niveaux de l'organisation, hein, de ne pas se limiter qu'au management ou au comité de management. Hein. Donc, vous pouvez descendre au plus bas, ça c'est important. Enfin, l'idée, c'est encore une fois dans la culture du changement d'entraîner toute l'entreprise. Pour arriver au final, hein, on a des valeurs partagées, on a une culture commune. Et donc là, on fait tous partie d'une même famille et là, on avance tous ensemble. Alors, quelques actions possibles. Encore une fois, c'est donné à titre d'exemple, mais chaque organisation hein, trouvera des pistes pour travailler là-dessus. Encore une fois, moi j'insiste beaucoup, c'est de bien communiquer avec le personnel et à chaque étape d'avancement de votre projet, pas au début à la fin, parce qu'entre-temps, c'est bien de les tenir au courant de d'où on en est. Encore une fois, encourager la collaboration et encourager, c'est aussi reconnaître ceux qui sont motivés. Alors, souvent dans le cadre de type de projet, il y a des personnes qui sont un peu plus engagées que d'autres. Il faut aussi les reconnaître, cet engagement-là, cette reconnaissance-là. Notamment quand on parlait tout à l'heure des pilotes de processus, il faut savoir mettre en place un système de reconnaissance puisque c'est des fonctions transverses qu'on va leur demander et donc un travail sûrement un peu supplémentaire par rapport à leur fonction première. Encore une fois, ne pas limiter les initiatives, hein, donc il faut au contraire les accepter, sinon on crée des freins dans l'entreprise. Faciliter les discussions, encore une fois, à tous les niveaux, à tous les étages, faire remonter ce retour d'expérience, parce que souvent, c'est en faisant qu'on s'aperçoit que des choses ne fonctionnent pas comme prévu. Il est important que tout ça bien remonte bien pour que puisse ensuite corriger, réorienter les choses, parce qu'entre ce qu'on a pensé et ce qui est la réalité du terrain, souvent, il y a des écarts. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, moi j'insiste beaucoup dessus, c'est la contribution, l'apprentissage, l'innovation du personnel. Donc ça, il faut aussi les faire grandir avec eux, accompagner, ne pas hésiter à former, au-delà de communiquer, il faut aussi s'assurer qu'ils ont les compétences pour réagir. Et puis bien communiquer les décisions à chaque fois qu'elles sont prises et bien les expliquer aussi quand il y a une décision qui est prise. C'est par rapport à quoi, c'est quel indicateur, quelle orientation, et bien faire comprendre pourquoi on y va. Le quatrième principe de management de la qualité, qui est l'approche processus. Alors là, il faut avoir une approche qui est assez globale. Alors souvent, on met en place une approche processus souvent sur un ou deux processus. Moi, je conseille, c'est quand même d'abord, dans un premier temps, d'avoir une approche globale, c'est de pouvoir structurer sa cartographie globale, parce qu'en fait, on s'aperçoit que tous les processus sont liés entre eux, il y a des interactions. On l'a vu, on a parlé de processus de gestion humaine, on a parlé de processus d'amélioration continue, on a parlé de processus innovation, on a parlé du processus de management, on a parlé de plein de choses. Donc là, elle va passer en l'autre. Donc, il est très compliqué si vous mettez en place juste un processus de production, de pouvoir l'améliorer si vous n'êtes pas en interaction avec les autres. Je rappelle encore une fois que la notion de processus, c'est quelque chose qui doit être transverse, alors notamment les processus de réalisation, mais il doit être transverse à toute l'organisation. Ce qui veut dire par définition, l'ensemble des services contribuent à la réalisation et à l'atteinte de ces objectifs-là, l'objectif de satisfaction du client. Donc, il est important d'avoir une approche globale et corrélée, faire en sorte que tous ces processus soient en interface et travailler en interface sur l'ensemble de ces processus-là. Alors, qu'est-ce qu'on va en tirer? À partir de ce moment-là,
Encore une fois, je reprends l'image de mes rameurs. Si vos processus sont tous orientés dans le même sens, c'est la satisfaction du client et donc la performance de l'entreprise, c'est quand même la finalité de tout ça, vous allez des processus qui vont être orientés et en tout cas, vos actions et vos pistes d'amélioration orientées tous dans le même sens et on va tous tirer le bateau dans la même orientation. Ce qui va nous permettre ensuite de faire en sorte et de démontrer en fait que nos processus sont alignés avec l'orientation stratégique. Quand on se pose la question pourquoi on met en place un processus, comment motiver les collaborateurs à faire du management de processus. Encore une fois, à partir du moment où vous démontrez que les processus sont là pour mettre en œuvre, pour déployer vos plans stratégiques, et que ce plan stratégique a été expliqué en amont et poussé par la direction, il est quand même plus facile ensuite de travailler sur ces processus-là et les faire tourner. Donc, du coup, on va optimiser nos performances de nos processus. Ils vont être beaucoup plus efficaces. Les ressources vont être optimisées, parce qu'a priori, on travaille tous dans le même sens. Donc, ça permet aussi de réduire aussi les différents obstacles interfonctionnels. Pour la petite histoire, les plus grandes entreprises, les plus grandes catastrophes entreprises, ça a été démontré aujourd'hui, qu'il y a eu que les entreprises peuvent rencontrer. Vous prenez le cas, par exemple, de Buitoni, ce qu'on entend aujourd'hui. Souvent, quand on fait une analyse en interne, on s'aperçoit que la problématique, elle est souvent au niveau des interfaces des processus. Souvent, en général, dans les métiers, tout le monde est assez performant, tout le monde est compétent, etc. Et puis, il y a toujours des petits trous, des petits trous à la raquette. Et on s'aperçoit que quand on regarde, c'est au niveau des interfaces, il y a des manques. On pensait que c'était l'un, on pensait que c'était l'autre, c'était pas moi, c'était lui. Et souvent, il faut travailler sur ces interfaces-là pour pouvoir améliorer sa performance. Tout ça, ça va permettre quoi? En finalité de tout ça, c'est quand même de donner de la confiance aux parties intéressées, et notamment nos clients, donner une cohérence, avoir une meilleure efficacité, une meilleure efficience dans tout ça, et donc finalement améliorer sa performance. Alors, quelques exemples, mais là sur le processus, et évidemment des systèmes des processus sans indicateur, sans objectif, ça n'a pas de sens. Encore une fois, on les aligne avec, comme on l'a vu, les objectifs clés de l'entreprise. Un processus sans moyens, ça n'a pas de sens non plus. Donc, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, je parlais de processus statique. Un processus n'est pas statique. Un processus où vous ne faites que cartographier vos processus, encore une fois, ça revient à définir l'organigramme de l'entreprise. Mais à ce processus-là, il faut y donner ce qu'on appelle les autorités, qui sont les pilotes, qui sont les décideurs, qui est responsable de quoi, ses obligations, parce qu'il y a aussi des règles à respecter. Il faut se donner des moyens, ressources humaines, matérielles, financiers aussi, et les mettre en œuvre. L'objectif, c'est de mettre en œuvre ces processus-là, travailler, encore une fois, sur les interactions, les interfaces entre les processus, parce que c'est là où ça vient. Donc, faire fonctionner, faire parler, parce que chaque processus est client, vous avez une relation client-fournisseur en interne, donc il est important de travailler sur ces interfaces-là pour faire en sorte que, en tout cas, tout ça soit beaucoup plus fluide et que la chaîne de valeur que vous avez en partant du besoin client jusqu'à la satisfaction du client, tout ça soit beaucoup plus fluide, et si c'est plus fluide, vous améliorerez fortement votre efficacité. Voilà. On va parler des interactions. Évidemment, ce qui est aussi intéressant, c'est de travailler sur la gestion des risques de l'entreprise. Donc là aussi, on peut, processus par processus, avoir une approche de gestion des risques avec une matrice et faire en sorte de gérer les risques processus par processus plutôt que de gérer ça au niveau de l'entreprise. Et donc de façon moins opérationnelle que ce qu'on peut en découvrir. Moi, j'insiste sur ce dernier pavé qui est la disponibilité des informations. Encore une fois, la notion de processus et une notion aussi de projet. On partage l'information, on la met à disponibilité. Souvent, je fais l'exercice pour savoir si une entreprise est bien en approche processus. Regardez comment est gérée, stockée, archivée les données dans une entreprise. Et vous verrez si elle a une approche processus. Souvent, les données sont archivées par département, par direction.
RH à ses données, la technique à son serveur, la production à son serveur, la logistique à son serveur. On est très, très cloisonné. Alors que si on avait une approche processus, normalement, pour un client donné, pour une approche processus donné, ces informations-là sont partagées et sont communiquées à l'ensemble des personnes qui contribuent à cette chaîne de valeur. Processus 5, principe de management de la qualité, je m'emporte sur le processus, mais qui est l'amélioration. Évidemment, l'amélioration repose sur une volonté constante d'amélioration. Encore une fois, on n'atteint jamais l'objectif final et de dire je suis une entreprise, je suis au top de ce que je peux m'améliorer. Il y a une chose qui est importante à comprendre dans l'amélioration, c'est qu'une entreprise qui ne s'améliore pas, c'est une entreprise qui régresse. Parce que si on se contente de ce qu'on a aujourd'hui, même si tout fonctionne bien, a priori, faut-il définir ce qu'on appelle « fonctionne bien », il ne faut pas oublier que vos concurrents, vos confrères, en tout cas que les autres, eux, avancent, eux évoluent, eux s'améliorent, et donc par rapport à ça, vous prenez du retard. Et puis, on est dans un environnement qui est évolutif, qui est concurrentiel. Les besoins du client, on les a vus, ils sont actuels, mais ils sont futurs, ils évoluent, il est de plus en plus exigeant. Encore faut-il définir ce qu'on appelle exigeant. La réglementation évolue, les risques évoluent. Donc, on voit qu'on est dans un monde où tout bouge. Et donc, si nous, on ne s'améliore pas, si on ne s'adapte pas, en tout cas, cette organisation ne répond pas à tout ça, et ben, elle se met en danger. Et puis, ce qui était vrai hier n'est plus vrai forcément demain. Donc, il faut aussi capacité de l'organisation à pouvoir se remettre en cause en analysant, encore une fois, le contexte externe, interne, et essayer de mettre en place et transformer ça en opportunité. Parce que souvent, on se plaint, la réglementation évolue, oui, mais elle peut évoluer, et cette réglementation qui évolue, si on analyse bien les choses, ça peut aussi devenir aussi des opportunités de développement pour l'entreprise. J'aime bien prendre l'exemple du Covid. On en sort pendant 2 ans, on a subi le Covid. Les entreprises pharmaceutiques qui ont travaillé sur le vaccin ou sur les tests PCR, c'est les premières qui ont travaillé là-dessus. La contrainte est devenue une opportunité de développement, même très, très forte, puisque ces entreprises-là ont fait quand même beaucoup de sous à travers cette crise. Alors, sur la question des bénéfices, alors évidemment, l'objectif, c'est d'améliorer la performance des processus et en finalité, quand même, d'obtenir la satisfaction du client, ce qui va nous permettre ensuite d'être dans une démarche d'analyse des causes profondes. Encore une fois, il est important de se poser la question avant de mettre en place le plan d'action, c'est la raison d'une dérive, de la raison d'un dysfonctionnement, la raison d'une insatisfaction client, se poser les bonnes questions avant de mettre le plan d'action en place. Et souvent, on a tendance à sauter les choses et on a toujours l'impression de savoir. Et finalement, quand on analyse un peu les choses, on risque de mettre en place des actions et donc aussi de s'essouffler à mettre des actions en place qui ne répondent pas forcément à la cause et donc de ne pas du tout s'améliorer. Une fois qu'on a ça, c'est qu'on va devenir une entreprise qui est un peu plus agile, puisque ça nous permet, nous, de pouvoir, l'organisation, d'anticiper et de mieux réagir par rapport à des risques et encore une fois, des opportunités. C'est toujours intéressant, on parle souvent de maîtrise des risques, mais dans la notion de maîtrise des risques, c'est maîtrise des risques et opportunités, puisque des risques peuvent devenir des opportunités et peuvent se transformer en développement pour l'entreprise. Et donc, c'est important d'avoir les deux choses en tête. Mais en tout cas, pouvoir anticiper et mieux réagir plutôt que d'attendre la catastrophe. Meilleure prise en compte de l'amélioration, évidemment, on va rentrer dans une démarche de progrès pour l'entreprise, voire de rupture, si on veut être dans une amélioration type percée, parce que là, on parle beaucoup d'amélioration continue, mais vous avez l'amélioration percée où vous faites une rupture, un gros gap, et là, on est plutôt dans l'esprit plutôt innovation ou projet d'acquisition, par exemple. Une meilleure utilisation de l'apprentissage. Encore une fois, on a formé nos collaborateurs, on les a formés à des fins d'amélioration et donc tout le monde est dans la chaîne de l'amélioration et tout le monde y contribue à son niveau.
Et au final, on est dans l'effort d'innovation au sens large du terme et dans la contribution. Et donc là, on reboucle au principe de management 3, qui est l'implication des collaborateurs. Hein. On est tous dans la démarche, on est tous dans cette collaboration-là et on contribue tous à cet effort-là. Des exemples, on les retrouve. Comme on l'a dit plusieurs fois, c'est bien encourager les collaborateurs à tous les niveaux. Alors, le mot-clé ici qui revient, c'est toujours à tous les niveaux. Il est important que tout le monde puisse s'impliquer et encore une fois à son niveau dans cette démarche-là. On s'assure de travailler sur du personnel qui est compétent, donc on donne les moyens, l'organisation doit mettre en place les moyens nécessaires pour pouvoir répondre à tout ça, donc on va faire en sorte de les former, de les accompagner, de bien communiquer, les outils, les méthodes de base, on l'a vu, enfin, la qualité à un moment donné, si on veut que les personnes suivent des indicateurs, analysent les causes, il faut les former sur les outils de base, même, ça peut être même des formations internes, on n'est pas obligé d'avoir des grosses formations, mais en tout cas, il y a un minimum à faire. Et on déploie les processus à tous les niveaux de l'organisation et il ne doit pas rester à un niveau de management. Encore une fois, la culture processus doit être divulguée à tous les niveaux. Alors, évidemment, il n'y a pas d'amélioration sans suivi, sans revue, sans audit, parce qu'il faut s'assurer que tout ça est bien en place, tout ça s'améliore bien. On verra à un moment donné, dans le principe de l'amélioration continue et surtout dans la culture du PDCA, il y a un moment où on verra cette notion de CAL. On s'est amélioré, mais cette amélioration-là doit devenir un standard. Si on ne fait pas en sorte de stabiliser les choses, s'assurer que c'est bien en place avant de passer à autre chose, la roue elle tourne dans l'autre sens. Donc, il est important à un moment donné d'auditer, de mettre en place des standards pour s'assurer que tout ça est bien en place. On fait en sorte que l'amélioration est orientée vers le développement du produit, service, orienté encore une fois vers le client. Et puis, encore une fois, à un moment donné, il faut pouvoir aussi travailler sur l'identification, la reconnaissance de l'amélioration. Tout le monde a contribué et on rentre dans cette démarche-là de reconnaissance. Après, reconnaissance ne veut pas forcément dire monnaie. On pense juste à reconnaissance, on dit on pense à des primes. Il y a différentes manières. Vous pouvez regarder différents types d'entreprises qui ont été assez créatives, assez imaginatives pour bien reconnaître cette reconnaissance. Ça peut être un repas de fin d'année avec les collaborateurs, ça peut être différentes choses. Et ne serait-ce qu'aussi cette reconnaissance du quotidien, de savoir dire merci, de savoir reconnaître des gens qui sont impliqués, est assez importante. Le 6e principe, qui est prise de décision fondée sur des preuves, qui est assez intéressant. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec ça, avec souvent les hommes politiques. Souvent, quand on les écoute parler, les hommes politiques vous disent « les Français m'ont dit, j'ai entendu les Français, et donc je vais mettre en place des actions par rapport à ça ». Oui, mais l'homme politique n'a pas rencontré tous les Français. Et souvent dans l'entreprise, des gens qui vous disent « j'ai écouté le client, les clients m'ont dit ». Oui, mais ce n'est pas factuel, les clients m'ont dit. Donc, à un moment donné, il faut savoir se poser pour analyser encore une fois les écarts, les dysfonctionnements, trouver les bons cas. Souvent, en plus, les causes sont multiples, sont souvent un peu complexes, et pouvoir se poser. Alors, il y a plein d'outils qu'on connaît tous, le diagramme d'Ishikawa ou le 5e, le 5 pourquoi, les QCP. Voilà, des petits outils de base qui vous permettent d'analyser en tout cas la source, en tout cas déterminer les causes de vos écarts et pouvoir encore une fois poser la bonne action au bon endroit plutôt que s'essouffler à mettre une action sur des choses qui vont donner aucun résultat. Tout ça parce qu'on n'a pas répondu à la véritable cause. Donc encore une fois, pas se fier alors, évidemment, l'intuition est toujours là. On peut avoir une intuition, on peut sentir les choses, mais il ne faut pas que ça, encore une fois, c'est fondé sur des preuves, il faut être factuel. Ce qui veut dire, c'est qu'à partir du moment où on veut ça, c'est-à-dire que ça suppose de mettre en place un réel processus de collecte de données, que le processus de collecte de données soit fiable,
et pertinent, qu'on pose les indicateurs au bon endroit et qu'on mesure les bonnes choses. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'amélioration sans mesure. Et puis, on ne peut pas s'améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc, ou alors, on parle dans l'absolu. Donc, du coup, on va améliorer, comme je disais, le processus décisionnel, donc prendre des bonnes décisions, ce qui va permettre de faciliter et améliorer notre aptitude à atteindre les objectifs, améliorer l'efficacité, l'efficience opérationnelle, notre capacité à nous remettre en cause sur des décisions et des opinions qui sont prises de façon factuelle, et une plus grande aptitude à démontrer l'efficacité, forcément. Et donc là, on va commencer à parler de gagner en agilité et en devenir une entreprise qu'on appelle une entreprise apprenante. On va passer rapidement donc, sur les quelques exemples. Donc, on a vu avoir des indicateurs clés pour démontrer la performance, des données qui soient disponibles, qu'on puisse analyser, travailler sur la compétence, encore une fois, si on veut que les gens soient capables d'analyser, on leur donne les moyens de pouvoir analyser. Et puis s'assurer sur la fiabilité des données, et moi j'insiste beaucoup aussi sur la fiabilité, mais aussi la reproductibilité. C'est-à-dire que si on veut s'améliorer, ça prend, c'est pas une seule fois. Encore une fois, les processus sont itératifs. Et donc, c'est l'année prochaine, il faut pouvoir se mesurer de la même manière, et dans 2 ans de la même manière, pour pouvoir se comparer de façon objective. Le 7e, qui est le management des relations avec les parties intéressées. Donc là, on a vu les parties intéressées, il y a le client, évidemment, il y a le personnel, mais on en a déjà parlé auparavant. Donc là, on va élargir la sphère d'influence. Donc, réfléchir, c'est quelles sont nos parties intéressées qui sont importantes, qui peuvent avoir une influence à la fois sur le processus ou sur nos performances, donc en fonction des entreprises et de son type de services ou de produits, elle peut être différent. On va aussi s'appuyer sur des réseaux de prestataires, de partenaires avec qui on peut avoir des missions, des valeurs communes. Encore une fois, on est dans un monde, un écosystème qui est très diversifié. On travaille mieux ensemble, on travaille mieux avec les autres et on est toujours plus fort à plusieurs. Donc, il est important, en tout cas, de travailler sur cet aspect-là. À partir de là, encore une fois, ces parties vont nous aider à lever en tout cas certaines contraintes, et même à créer des opportunités en commun. On va avoir, à partir du moment où on va partager une compréhension commune des objectifs, des valeurs avec nos parties prenantes, on va mieux travailler ensemble. La chaîne de valeur peut être plus intéressante et facilement développée, et notamment travailler sur le management des risques. Et tout ça, c'est d'améliorer la chaîne de valeur, donc la chaîne d'approvisionnement, tout ça pour livrer un produit, un service qui peut répondre aux attentes et aux besoins du client, comme on l'a vu précédemment. Alors là, on va passer assez rapidement, mais évidemment, il faut pouvoir identifier ces parties intéressées, celles qui sont les plus pertinentes pour vous, les identifier, les hiérarchiser. Elles n'ont pas tous la même valeur et en tout cas le même intérêt pour l'entreprise. Mettre en place des relations avec elles équilibrées, on est dans le win-win, donc c'est aussi gagnant-gagnant et chacun y trouve son compte, et puis mettre ensemble en commun et partager des informations pour pouvoir s'améliorer. Évidemment, on travaille sur les performances, mais là je passe très rapidement, et puis pareil, au même titre qu'on a avec le personnel, mais avec les parties prenantes, il faut aussi encourager un peu tout ça et pouvoir le mesurer, cette amélioration. Alors, on arrive à la fin, là, parce que je vois que ça prend un peu de temps. J'ai Denis qui me fait des gros signes. Recommandations. Alors, je vais paraphraser Napoléon qui disait un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Je vais vous présenter qu'un seul diagramme, c'est celui-ci. Alors, le manager qualité, beaucoup le connaissent, il est historique, il est dans les normes ISO 9000. Et à lui tout seul, il explique bien des choses. Alors, on voit déjà dans sa forme, il a une approche type PDCA. On parle de la responsabilité de direction, on tourne la roue.
et on met les choses en place. Maintenant, c'est le do. Là, on va do avec la mise en place des processus, le check, et on va reboucler. On voit qu'on a en entrée le client et plus largement les parties intéressées. On a en données de sortie le client et toutes les parties intéressées. Donc, on part bien des exigences vers la satisfaction du client. Et donc, on voit que j'expliquais tout à l'heure, la mise en place d'un système de management et en tout cas les principes qu'on a vus, tout est un peu lié. Donc, mettre en place des processus de réalisation sans avoir réfléchi aux moyens qu'on va y mettre. Des processus, encore une fois, ce n'est pas qu'une cartographie, c'est quels sont les moyens humains, ressources financières, même matérielles. Si ce n'est pas appuyé aussi sur le leadership de l'entreprise, vous pouvez travailler là-dessus. Et puis, si en plus vous apercevez que vos processus ne sont pas orientés client, donc on voit qu'on traverse l'entreprise, je parle bien de mon client, je traverse l'entreprise pour aller vers sa association, on voit que voilà, si on n'applique pas les processus de management, vous pouvez avoir mis en place un système de management, mais qui ne va pas répondre à l'objectif qui est quand même de la performance. Alors, très rapidement, on retrouve en données d'entrée, comme j'ai vu, le PMQ1, le client, les parties intéressées, que je vais retrouver en données de sortie, comme bien l'objectif. Ici, je vais retrouver mon leadership. Donc là, responsabilité de direction, on change l'art du terme. Donc, soit c'est un système de management qualité, on va se balader juste sur la mise en place d'une politique qualité qu'on va déployer, soit vous avez une approche d'excellence plus globale, c'est le déploiement du plan stratégique, mais la démarche va être exactement la même. On va retrouver ici dans le management des ressources le principe de management qualité 3, l'implication du personnel, donc dans les ressources humaines. Ici, vous allez retrouver la mise en place de vos processus, alors les processus de réalisation, ceux qui traversent l'entreprise en PMQ4, mais vous allez retrouver aussi le PMQ4 ici, qui sont les processus support. Encore une fois, vos processus de réalisation ont besoin de support et de ressources pour pouvoir fonctionner. Et on va retrouver ici dans les processus de management, alors là, je ne l'ai pas dit, mais quand on parle de responsabilité, on est en processus de management avec le leadership, mais le deuxième processus de management qui est important, qui est la partie amélioration, qu'on va mettre en place, qui va permettre d'alimenter la responsabilité de la direction et donc d'informer qui sont les clignotants, en tout cas qui est le tableau de bord de la direction pour pouvoir réorienter, si besoin, la stratégie ou la politique qualité et ensuite reboucler sur les moyens que je vais mettre en œuvre pour reboucler ensuite sur les processus. Et donc là, on va être dans une démarche qui est pilotée, managée et qui va être suivie. Alors, très rapidement, c'est du classique, mais moi, j'aime bien quand même le rappeler. La démarche d'amélioration continue est quelque chose d'itératif. Souvent, on est là et puis on veut tout de suite passer là. Non, il faut faire tourner la roue. Souvent, on fait du PDCA, mais on passe du P au A et on a oublié de faire du check, on a oublié de faire du do. Donc, à un moment donné, il faut accepter d'y aller par étapes à la vitesse qui est nécessaire. Encore une fois, cette vitesse, elle est fonction d'entreprise. Et moi, j'insiste beaucoup, c'est sur la cadre. À un moment donné, quand vous avez fait tourner votre processus de façon annuelle, donc là, on est dans la revue de processus, on est dans la revue de direction, il y a un bilan qui est fait, il y a des standards qui doivent être mis en place, c'est ce qu'on appelle ici le retour d'expérience acquise. Et ces cadres vont permettre de dire, voilà, j'ai fait progresser mon entreprise, je vais mettre en place des cadres qui vont permettre de dire, voilà, ce progrès-là, il est acquis au niveau de l'entreprise, j'ai atteint un certain niveau et je vais pouvoir faire tourner ma roue pour pouvoir progresser. Si vous oubliez de travailler sur ces cadres-là, votre roue risque de tourner dans l'autre sens et vous devenez revenir en arrière. Donc, il est important aussi de travailler sur les cadres de progrès. Et puis, voilà, la pente de progrès, elle est fonction des moyens, des objectifs de l'entreprise, d'où vous partez, où vous voulez aller. Et en tout cas, vous allez être monté dans une groupe de performance. L'objectif, c'est dans la performance durable. Et donc, ce n'est pas forcément en allant trop vite que vous allez être dans le durable. Souvent, on a l'impression de faire des gaps et puis finalement, on n'a pas acquis les choses et on revient en arrière. Et très rapidement, pour finir, ça c'est important. Alors, les référentiels de management sont donnés à titre d'exemple, mais en tout cas, voilà, une entreprise qui part au démarrage avec plutôt un fonctionnement de base. Encore une fois, il faut donner du temps dans l'échelle de temps de progrès et pouvoir progresser au niveau d'excellence. Il y a des étapes intermédiaires. Il faut accepter, passer, définir. Donc, on va passer dans un premier temps
travailler sur la conformité. Déjà, c'est le minimum que les clients peuvent attendre de nous, c'est qu'on lui livre un produit, qu'on lui livre un service qui soit conforme à ses attentes, à son cahier de la charge. Ensuite, on va rentrer dans une démarche d'efficacité, on va monter d'un cran, on va commencer à maîtriser nos processus, maîtriser les moyens qu'on va mettre en œuvre, et en plus, on va pouvoir commencer à parler d'efficience. Je rappelle, la notion d'efficience, ce sont les moyens qu'on met en place pour pouvoir atteindre les objectifs. Et évidemment, si vous mettez une armée mexicaine pour atteindre un petit objectif, vous allez atteindre votre objectif, mais ça vous a coûté très cher. Donc, la rentabilité n'est pas forcément éprouvée. Donc, la notion d'efficience, elle arrive à ce moment-là. On parlera un de ces jours du triangle de la performance, qui est assez intéressant à comprendre. Et puis après, une fois que vous êtes dans l'efficience, on peut commencer à parler d'excellence. Et là, vous avez des choses qui tournent, notamment pour ceux qui connaissent, travailler sur le modèle FQM ou le prix français pour la qualité, qui est piloté par France Qualité aujourd'hui. Voilà, on arrive à la fin. J'ai été un peu rapide vers la fin, mais je suis désolé parce que le temps tournait. Et puis voilà, je suis à votre écoute